Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose de la géométrie dans l'espace. C'est le sujet du bac S de septembre 2020. C'est un sujet, un exercice en trois parties indépendantes. Ici, on a une position relative entre un plan et une droite. Ensuite, entre un plan et une sphère. Et entre une droite et une sphère. Je vous montrerai bien sûr, comme d'habitude en géométrie dans l'espace, tout ça sur GeoGebra pour bien visualiser et comprendre un petit peu. Alors, donc, on considère 4 points ici, donc A, B, C et J. On vous donne les coordonnées. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas représenter, à moins d'avoir un ordinateur et GeoGebra avec vous, mais un jour du bac, vous ne pourrez pas, donc il faudra vraiment faire confiance à vos calculs. Ensuite, on a un plan qui passe par les points A, B, C, et une droite passant par le point J et de vecteur directeur U. On va regarder ça tout de suite sur GeoGebra. Voilà, donc j'ai placé les 4 points, vous les voyez ici. On définit ensuite le plan, donc ABC, le voici, donc en bleu. En gris, c'est toujours sur GeoGebra le plan, donc d'équation Z égale 0. Ensuite, on vous parle d'un vecteur, donc je l'ai tracé partant, donc je l'ai placé, représenté, issu de J, voilà, parce qu'on va après parler de la droite D. Donc la droite D, eh bien la voici. Et donc, vous voyez déjà, en termes de position relative, pour la première partie, on a bien l'impression que la droite et le plan, ici, ils ne se coupent jamais. Donc, la droite est certainement parallèle au plan. Ensuite, notre sphère, donc, elle est de centre I, donc voici I, et le rayon, c'est 6, donc là, voilà. En rouge, vous voyez. Donc, les positions relatives, ben là, cette sphère ne coupe pas le plan, ça sera la partie 2, et ensuite, elle coupe, alors la droite coupe la sphère en 2 points. On regardera ça en détail au moment opportun. Donc première question, première partie, donc on est sur le plan donc ABC et la droite ici passant par J et de vecteur directeur U. Alors on vous parle d'un vecteur N, il faut montrer qu'il est normal au plan, donc ça c'est des calculs, mais ici le voici ce vecteur N. Vous voyez qu'ici on voit à peu près, on sent bien qu'il est normal, mais c'est une impression. Donc on va le démontrer bien sûr par les calculs. Position relative de P et D. Donc le plan P, le plan donc passant par les points ABC, on l'appellera le plan ABC, et D, la droite, donc passant par J de vecteur directeur U. Montrer qu'un vecteur N est normal à P. Alors pour ça, il y a une propriété, un vecteur est normal à P, donc on va l'écrire quand même. Donc N est normal au plan P, si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan donc P, donc de P, qui est aussi le plan ABC. Donc comme c'est le plan ABC, donc AB et AC sont non collinaires parce qu'on vous définit un plan avec ces 3 points. Donc s'ils étaient alignés, ça ne ferait pas un plan. Donc AB et AC sont non collinaires. On le vérifiera quand même rapidement par le calcul, mais entre parenthèses, car ABC est un plan. Et qu'on vous le dit. D'accord? Donc, eh ben on va calculer les coordonnées de AB et de AC. Alors, AB, donc coordonnées de B moins coordonnées de A, donc 4 moins 1, 3, 2 moins 1, 1, et 5 moins 4, 1. Je fais tout de suite le produit scalaire avec N. Vous pouvez le faire soit AB scalaire N, soit N scalaire AB. C'est la même chose. Le produit scalaire est commutatif. On peut faire dans les deux ordres. Donc ici, 3 fois 1, 3. On fait le produit des x plus le produit des y. Donc moins 4 plus 1. Effectivement, ça donne 0. Ensuite, on fait AC, notre deuxième vecteur non collinaire. Les coordonnées, donc C moins celle de A. 3 moins 1, 2. 0 moins 1, moins 1. Moins 2, moins 4, moins 6. Scalaire N. 1 moins 4, 1. 2 fois 1, 2. Moins 1 fois moins 4, plus 4. Moins 6 fois plus 1, moins 6. Et on trouve bien 0. D'accord? Conclusion. Comme j'ai écrit la propriété au-dessus, on n'a plus qu'à dire. Donc N est normal à P. Deuxième question. Déterminer une équation cartésienne du plan P. Alors, pour trouver une équation cartésienne d'un plan, assez rapidement,
c'est bien d'avoir un vecteur normal. Et ça tombe bien, on en a un. Donc ici, n de coordonnées 1, moins 4, 1 est normal à P. Donc, hein, P possède une équation cartésienne sous la forme une fois x, hein, le 1, ça sera l'abscisse du vecteur normal, donc une fois x, moins 4 fois y, ça sera l'ordonnée, plus une fois z, plus un nombre d qu'on va essayer de déterminer, enfin qu'on va déterminer, hein, et on met ici d, hein, donc réel. D'accord? En général, on n'écrit pas le 1 ni le 1, on écrit directement x moins 4y plus z plus d égale 0. Comment détermine-t-on d? À l'aide d'un point de ce plan. Des points de ce plan, on en a 3, on a A, on a B, on a C. Donc on va choisir le point A. Vous aurez le même résultat quel que soit le point que vous choisissez parmi A, B, C. Hein. Donc ici, on va dire A, donc de coordonnées 1, 1, 4, appartient donc au plan P. Ça veut dire qu'ici, on peut remplacer par les coordonnées de A. Donc j'ai XA qu'il faut... Alors je vais mettre donc XA moins 4YA plus ZA plus D doit faire 0. Ça me donne 1 moins 4 plus 4 plus D égale 0. Il reste D égale, donc les 4 s'annulent, D égale moins 1. Donc l'équation qu'on a, on va la garder, on en aura besoin. Donc c'est X moins 4Y plus Z moins 1 égale 0. Pour ceux qui auraient choisi le point B, je vais quand même vous montrer qu'on aurait eu la même chose. Donc je remplace par les coordonnées de B, ça me donne donc 4, moins 2 fois 4, 8, plus 5, plus D. Ça fait ici 9 moins 8, ça fait 1. Donc effectivement, on retrouve D égale moins 1, vous voyez. Et pour C, donc 3, 0, moins 2. Donc ça m'aurait donné 3, moins 0, moins 2, plus D. Et vous voyez qu'on trouve encore une fois D égale moins 1. Donc, inutile bien sûr d'en faire plusieurs, vous faites juste l'un des trois, vous choisissez le point que vous voulez. Si vous voulez après, vous pouvez vérifier avec un autre point, comme ça ça vous permet d'avoir une sorte de petite sécurité. Et ceux qui aiment bien être sûrs à 100%, eh bien, il y a une méthode. Hein. Vous vérifiez, une fois que vous l'avez écrite, que les 3 points A, B, C vont avoir des coordonnées qui vérifient cette équation. Et si les 3 points vérifient l'équation, c'est bon, vous êtes sûr, elle est juste à 100%. Sur GeoGebra, on peut toujours trouver une équation. Vous voyez les données ici. On vous annonce moins x plus 4y moins z égale moins 1. Alors, c'est la même que nous, sauf qu'on a mis le x, les y et les z de l'autre côté. Donc, ouais, il suffit de transformer un peu et on obtient bien la même. Alors, en ce qui concerne le parallélisme, mais on avait déjà remarqué que la droite et le plan semblaient bien parallèles. Alors, comment on montre ça? Après, on remarque que ça pourrait être parallèle disjoint ou parallèle inclus. C'est-à-dire que la droite peut être entièrement à l'intérieur du plan. Dans ce cas-là, on dit aussi qu'elle est parallèle. On ne vous demande pas de faire la différence entre les cas, donc c'est juste une histoire de direction. On va donc regarder le vecteur directeur de D. Donc, le vecteur U, il est donné dans le texte 1, 1, 3, et directeur de D. D'accord? Ensuite, je rappelle que le N, 1 moins 4, 1, est normal à P. On va faire un petit dessin. Un petit dessin général. Donc ça, c'est notre plan ABC. On a un vecteur normal. Donc ici, un vecteur normal. Donc je vais faire ceci. Hein, voilà, ça veut dire que c'est un vecteur qui est orthogonal à toutes les directions que vous pouvez trouver dans le plan. Et vous voulez montrer qu'une droite est parallèle. Donc ça veut dire que, en dessin, je fais une droite comme ceci. Un vecteur directeur de cette droite. Ici, on a dit que c'était U. Voilà. Et bien, pour que ça soit parallèle, ça va être tout simple. Vous voyez, il suffit de montrer que U est orthogonal à N. Parce que si U est orthogonal à N, ça veut dire que vous pourrez trouver dans le plan une droite qui a le même vecteur directeur que celle-ci. Voilà. Et ce vecteur directeur sera donc orthogonal à N, qui est orthogonal à tous les vecteurs directeurs que vous pouvez tracer dans ce plan. D'accord? Et donc, ça va nous donner le parallélisme, puisque vous aurez une droite dans le plan qui sera parallèle à cette droite. Donc, on a juste un produit scalaire à faire, c'est tout. Donc, on va faire U scalaire N, ça doit donner 0. Donc, on va dire 1 fois 1, 1 fois moins 4, moins 4, 3 fois 1, 3. Et effectivement, ça fait 0. Donc, vous dites U
est orthogonal à N, donc D est parallèle à P. C'est tout. Et cette première partie est déjà terminée. On aurait pu vous demander de prouver que la droite n'était pas incluse dans le plan, autrement dit qu'elle ne coupait jamais le plan, mais on s'arrête là. Si jamais on vous avait demandé, c'est assez simple, une fois qu'on a l'équation du plan, il suffit juste de montrer que eh bien, le point J, ici, n'est pas dans le plan. Parce qu'une fois que le point J n'est pas dans le plan, vous avez donc une droite parallèle au plan qui a un point qui n'est pas dans le plan, donc toute la droite entièrement est à l'extérieur du plan. Donc là, on remplacerait par les coordonnées de J. Alors J, c'est 1, 4, 2. Donc on va quand même le faire, hein, regardez. XJ moins 4YJ plus ZJ moins 1, ça fait combien? Ça fait 1 moins 4, ça fait moins 16, plus 2 moins 1. Effectivement, vous voyez bien que c'est différent de 0. Donc J n'appartient pas au plan ABC, donc au plan P. Et donc, vous avez une droite parallèle à P avec un point qui n'est pas dans le plan, donc les deux sont disjoints. Ensuite, on vous redonne la définition de ce qu'on appelle une sphère. Donc pour avoir une sphère, c'est l'équivalent d'un cercle, mais en dimension 3. Vous avez un centre, donc ici, ça sera le point I, de coordonnées, alors on vous le donne 1, 9, 0. On vous donne un rayon, donc rayon R égale 6, et donc on vous rappelle qu'une sphère, c'est un ensemble de points, et un point M appartient à la sphère, donc la note S, de centre I de rayon 6, bien ça équivaut à avoir la distance entre I et M qui est égale à 6. Donc la longueur IM vaut 6. Et donc vous obtenez quelque chose qu'on appelle une sphère. Alors, vous savez très bien ce que c'est, donc il n'y a pas de surprise. On a vu plein dans l'année. Et on sait même donner une équation cartésienne d'une sphère. On vous propose dans cette partie 2 de déterminer la distance donc entre le centre de cette sphère I et le plan P. On dit, vous avez donc un plan, voilà, toujours notre plan P, vous avez un point, donc le point I, et on va essayer de déterminer la distance entre ce point et le point. Alors la distance entre un point et un plan, c'est la plus courte distance qui existe entre ce point I et n'importe quel point du plan. Et on sait que cette distance, elle s'obtient en projetant le point I orthogonalement sur le plan. Donc ici, il va falloir faire une projection orthogonale. Vous allez tomber sur un point ici qu'on appelle H. Et donc pour faire ça, on va faire ça en général en plusieurs étapes. On trouve ici la droite donc, qui est orthogonale au plan P qui passe par I. D'accord. Et ensuite, eh bien, on fait l'intersection de ces droites avec le plan P. Donc c'est un exercice finalement d'équation. Vous avez l'équation cartésienne du plan, on la connaît déjà, et on va écrire une représentation paramétrique de cette droite qu'on appelle delta, et on va faire l'intersection des deux. Ça, c'est la méthode générale. Mais ici, on vous donne un indice, parce qu'on vous donne les coordonnées du point H. Et donc, on peut faire autrement. Puisqu'on vous donne les coordonnées du point H, on va ruser. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, première chose, donc on va montrer que ce point H, donc, il faut montrer qu'il appartient donc au plan P. C'est une première chose. Et ensuite, il faut montrer eh bien, que le vecteur IH est un vecteur normal, enfin, normal, oui, au plan P. Et donc, on montre que IH est normal à P. En faisant ça, vous aurez montré eh bien, que la droite delta donc, contient en fait le point H, contient le point I, et coupe le plan P au point H. Et donc, eh bien, c'est bien la droite passant par I, orthogonale au plan P, et qui coupe le plan au point H. D'accord? Et après, je vous montrerai comment on aurait pu faire en résolvant des systèmes. Première étape, donc on montre que H appartient à P. Donc l'équation, elle est encore en haut. Je calcule donc XH moins 4YH plus ZH moins 1. H, c'est le point de coordonnée 3, 1, 2. Donc ça me fait 3 moins 4 plus 2 moins 1. Je regarde, ça fait 5 moins 5, ça fait bien 0. Donc, H appartient au plan P. Deuxième étape, montrons que IH est un vecteur normal du plan P. Pour ça, on calcule les coordonnées de IH, d'accord? Donc, on a les coordonnées de H, les coordonnées de I. Donc, on fait 3 moins 1, 2. 1 moins 9 moins 8. 2 moins 0, 2. Et on regarde le vecteur N. Le vecteur N, on le connaît. C'est un vecteur, donc, on nous l'a donné, c'est le vecteur normal au plan. C'est 1 moins 4, 1. Et qu'est-ce qu'on remarque?
regardez bien, eh bien on remarque que le vecteur IH est égal à 2 fois le vecteur n. D'accord? Et donc, IH et n sont collinéaires. IH et n sont donc collinéaires. Et donc, comme n est normal au plan, eh bien, comme IH c'est juste le double de n, IH est donc normal. Donc, IH est normal au plan P. Bilan de ce qu'on vient de faire. Donc, la droite IH est orthogonale à P. Et comme elle passe par I, c'est forcément delta. Donc, c'est la droite delta. Ainsi, et comme H, on a prouvé que H appartenait à P. Et par conséquent, donc H donc, appartient à P. H appartient donc à delta, puisque c'est la droite IH. Delta est orthogonale, donc orthogonale à P. Donc forcément, elle est orthogonale à P. Elle coupe donc P en un seul point. Donc intersection unique. Et donc le bilan de ça, ben, l'intersection unique, c'est forcément le point H. Donc delta coupe P au point H. Et on a terminé cette question. Alors je vous ai dit qu'on allait faire avec des systèmes. Donc d'abord, je vais donner une représentation paramétrique de delta. Donc delta a pour vecteur directeur le vecteur n, puisqu'elle est orthogonale au plan P. Et n, c'est 1, moins 4, 1. D'accord? Donc, je peux écrire rapidement une représentation paramétrique. X, Y, Z, vous savez comment on fait. On met les coordonnées d'un point de la droite, donc ça sera le point I. 1, 9, 0. Et ensuite, on met donc notre vecteur directeur. Donc, avec le paramètre T, moins 4T, plus T. Voilà. Et on met T appartenant à R. Et on veut l'intersection avec P, dont une équation cartésienne, c'est x moins 4y plus z moins 1 égale 0. Donc, vous avez dû en faire beaucoup. On prend, pour faire l'intersection, ben on met ici x, on remplace x par 1 plus t, on remplace y par 9 moins 4t, et on remplace z par 0 plus t. Vous allez obtenir une équation qui vous donnera la valeur de t. 1 plus t, moins 4 fois 9 moins 4t, plus z qui fait t, moins 1 égale 0. Donc, 1 plus t moins 36 plus 16t plus t moins 1 égale 0, ce qui me fait 18t. Ça s'annule, 18t, donc égale 36. t égale 2. Et ensuite, ben, vous n'avez plus qu'à mettre cette valeur t égale 2 dans notre représentation paramétrique. Et vous aurez les coordonnées donc, de l'unique point d'intersection, puisqu'on a une unique valeur de t. Donc, on trouve x égale 1 plus 2, 3. Y, 9 moins 4t, donc 9 moins 4 fois 2, 9 moins 8, ça fait 1. Et z, c'est t, donc ça fait 2. Et vous voyez, qui est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien, on retrouve comme coordonnées 3, 1, 2. C'est exactement les coordonnées du point H. Vous voyez, donc on aurait pu faire comme ça. Avantage, en termes de rédaction, il y en a peu. C'est juste uniquement technique, c'est résolution d'un système paramétrique cartésien, donc un grand classique. Voilà, donc vous pouviez faire les deux. Maintenant, on calcule la distance entre I et H. Donc pour ça, moi je passe toujours par les coordonnées du vecteur. Donc IH, on a 3, 1, 2, on a déjà fait tout à l'heure, mais je vais le refaire. 3 moins 1, 2. 1 moins 9, moins 8. 2 moins 0, 2. Et donc après, vous utilisez, on est dans un repère ortho normal. Donc on a le droit d'utiliser cette formule avec la racine carrée. Donc on fait la somme des carrés. Moins 8 au carré, ça fera 64. 2 au carré, ça fait 4. Et je trouve donc 64, 68 et 4, 72. Racine de 72. Alors, on peut toujours simplifier un petit peu parce que 72, c'est 9 fois 8. C'est même mieux que ça parce que 9 fois 8, c'est 9 fois 4 fois 2. Donc, je peux sortir le 9 sous forme d'un 3, le 4 sous forme d'un 2. Et donc, j'ai 6 racines de 2. Ah oui, 72, c'est vrai, c'est 36 fois 2. Donc, on pouvait sortir le 6 tout de suite. Voilà, question déjà terminée. Alors, regardons GeoGebra. Donc, je vais me débarrasser de ma première droite, c'était L, voilà. Donc on n'en a plus besoin, le vecteur. Voilà. Nous, on va donc, on a dit, faire la droite qui est orthogonale au plan bleu, passant par I. Donc ici, j'ai besoin du point I, donc le voici, il est apparu ici.
je prends mon objet orthogonal ici. J'avais déjà prévu, je crois. Hein, donc, cette droite, c'est... bougez pas, non, je suis pas sûr d'avoir fait. Non, voilà, donc ici, ben, on va la faire en direct. Et vous mettez comme ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'en tournant, ça, c'est ma droite. Elle est orthogonale donc au plan, elle passe par I. À quoi elle va nous servir? Bon, déjà, l'intersection entre les deux, donc je vais chercher l'objet intersection, voilà, entre le plan et la droite. J'obtiens un point ici qui s'appelle D, moi je vais l'appeler, donc c'est le point H. Vous voyez que ces coordonnées, c'est bien 3, 1, 2. Jusque-là, on est parfait. La distance entre I et H, donc on va ici voir si c'est bien 3 racines de 2. Donc on nous annonce 8, 49. Effectivement, 3, hein, 6 fois 1,4, on est pas loin du tout de 8,49. Donc ça, c'est bon. Ça a l'air d'être correct. Ma sphère, regardez là, hop, elle est ici. Alors pourquoi la sphère ne coupe pas le plan? Pourquoi? Eh bien, regardez, en fait, le rayon est trop petit, ça ne va pas aller jusqu'au plan. Donc en fait, la distance chez H, enfin, la longueur IH, elle est intéressante parce que ici, elle va être plus grande que le rayon. Et comme elle est plus grande que le rayon, eh bien, vous n'arrivez pas, la sphère ne va pas pouvoir couper le plan. Pour avoir une sphère qui coupe, il faudrait que le rayon soit plus grand que la distance, entre I et H. Donc on va vous proposer de le faire. Et on vous dit, on admet que pour tout point M du plan P, IM est supérieur ou égal à IH. Donc c'est ce que je vous ai dit, regardez sur mon dessin. Je prends un autre point M qui est dans le plan, ici. La distance IM, elle est ici, vous voyez. Enfin, ça c'est la... Donc, c'est cette distance qui sépare le point I au point M. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est plus grand que IH? Mais parce que si vous avez bien compris le principe, ici, quand on va donc dessiner ce triangle, hein, eh bien, c'est un triangle, comme IH est normal au plan, vous avez un angle droit ici. D'accord? Et donc, ce triangle ici, il est rectangle en H, et donc, son hypoténuse, c'est IM, et donc IM est forcément plus grand que IH. Donc, quel que soit le point que vous allez prendre, vous allez former un triangle rectangle, et donc, eh bien, IH hein, sera forcément la plus petite des longueurs que vous aurez. Hein, et donc, c'est-à-dire que c'est le point H qui réalise la distance la plus petite au point M, au point I, je veux dire. D'accord? Parce que tous les points que vous allez prendre ailleurs, eh bien, vous aurez une distance donc, supérieure à cause de ce triangle rectangle. Donc, on vous le dit, vous n'allez pas le démontrer, on vous dit, quel que soit M dans le plan, ben, IM est forcément supérieur ou égal à IH. Alors, pourquoi supérieur ou égal? Parce que quand on met M sur le point H, on a IH, donc on a l'égalité. Le plan P coupe-t-il la sphère S? Justifiez la réponse. Donc, on prend soit M appartenant au plan P, d'accord? On sait que donc la longueur IM est plus grande que la longueur IH. Donc, IM est supérieur ou égal à 6 racine de 2. Donc, strictement plus grand que 6. Hein. Conclusion, or, si M appartient à la sphère S de centre I de rayon 6, alors on aurait longueur IM est égale à 6. Donc, conclusion de ces deux choses-là, on a IM qui est strictement plus grand. S'il était sur la sphère, ça vaudrait 6, donc forcément, M n'appartient pas à la sphère de centre I et de rayon 6. Donc, ça veut dire que tous les points du plan, puisque j'ai pris un point quelconque du plan, ne peuvent pas appartenir à la sphère. Donc, le plan inter à la sphère, c'est l'ensemble vide. Le plan ne coupe pas la sphère. Troisième partie, donc position relative de D et de la sphère. Alors, on l'avait regardé ici, hein. Donc, je vais enlever le plan. Donc, on est sur la droite et la sphère. Alors ici, le plan, c'est lui, donc je l'enlève. Ma droite, c'est celle-ci, donc celle-là, on enlève. On n'a plus besoin de ce qu'il y avait dans la question d'avant. Et j'ai pas non plus besoin du vecteur ici. Et regardez ici, donc la droite, effectivement, coupe la sphère en deux points. Alors, pour l'intersection, c'est pareil. GeoGebra, c'est très pratique. On prend intersection, on désigne la droite, puis la sphère. Vous avez vos deux points d'intersection. Alors, les coordonnées ne tombent pas juste, ça doit être certainement des fractions. Donc, on verra. Mais, vous voyez, ce qu'on va trouver, hein, c'est donc les coordonnées de ces deux points. Alors, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le fichier joint que vous pouvez ouvrir sur GeoGebra. Donc, comment déterminer une équation,
enfin, une représentation paramétrique d'une droite. Alors, on en a fait tout à l'heure pour ceux qui avaient choisi la méthode avec intersection par le calcul. Ici, donc, il nous faut un point et un vecteur directeur, donc D. Alors, elle passe, donc D passe par J, de coordonnées 1, 4, 2, et vecteur directeur, et a pour vecteur directeur, c'est donné ça dans le texte, le vecteur U. Donc, directement, vous mettez X, Y, Z, vous mettez les coordonnées du point que vous avez, donc 1, 4, 2. Ensuite, vecteur directeur, bah, vous le multipliez par T, ces coordonnées, donc ça fera 1T plus 3T. Et on met à côté T appartenant à R. Et voilà, une représentation paramétrique. Évidemment, si on avait pris un autre point de cette droite, on aurait une autre représentation paramétrique. On aurait pu aussi prendre un autre vecteur directeur, par exemple, en le multipliant par 2, par moins 1, ce qui fait qu'il y a une infinité de représentations paramétriques pour chaque droite. Hein. Et donc, c'est comme pour les équations cartésiennes, on vous dit une représentation, hein, parce qu'il y en a une infinité. Question B, équation cartésienne d'une sphère. Alors, quasiment au programme, hein, je pense, mais bon, on va vous la faire retrouver pour être sûr. Donc, quelle est la condition pour qu'un point appartienne donc à cette sphère? Donc, M de coordonnées x, y, z appartient à la sphère donc S de centre I de rayon 6. Ça équivaut à avoir donc la longueur, hein, IM est égale à 6. Donc, il faut calculer cette longueur. Pour ça, on va encore une fois passer par le vecteur. Donc, IM, c'est X moins l'abscisse de I. Alors, la I, je ne l'ai plus ici, donc je vais aller le rechercher. C'est 1, 9, 0. Donc, IM a pour coordonnée X moins 1, Y moins 9, Z moins 0. Donc, si vous voulez calculer IM, eh bien, vous pouvez utiliser la formule avec la racine carrée. Ça sera donc X moins 1 au carré, plus Y moins 9 au carré, plus Z carré. On est, je répète, dans un repère orthonormé, on peut utiliser cette formule. Alors, nous, on est sur IM égale 6. Alors, le problème, c'est cette racine carrée qui va traîner, et on va mettre au carré. Et alors, ici, il y a une équivalence. Hein. C'est-à-dire que si IM est égal à 6, évidemment que IM carré égale 6 au carré, pardon, 36, on peut revenir en arrière. Hein, parce que, comme IM est une longueur, on retrouvera, si on sait que IM carré égale 36, on peut retrouver IM égale 6. Donc, c'est une équivalence. Ça nous permet de nous débarrasser des racines. Et on a donc x moins 1 au carré, plus y moins 9 au carré, plus z au carré est égal à 36. Et voilà. Et donc un point M appartient à la sphère, si et seulement si, eh bien ces coordonnées vérifient cette équation qui s'appelle donc une équation cartésienne de la sphère S. Dernière question, montrer que la droite découpe la sphère S en deux points distincts. Et on précise, on ne cherchera pas à déterminer les coordonnées. Donc, on n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Alors comment on fait? Eh bien, on résout un système. Un peu ce qu'on a fait tout à l'heure avec paramétrique cartésien, sauf qu'ici c'est un système avec paramétrique, donc la représentation 2D, et on rajoute l'équation cartésienne de la sphère. La technique est toujours la même, c'est exactement la même technique que pour l'intersection avec un plan. On prend x égale 1 plus t, on le met ici, ensuite on prend y égale 4 plus t, on le met dans l'équation cartésienne de la sphère, et pareil pour z. Vous allez avoir une grande équation hein, qui sera du second degré, et il y aura deux solutions, une solution ou pas de solution. Donc ici, s'il y a deux points distincts, on doit trouver une équation qui aura deux solutions, donc un discriminant positif. Donc ça me donne x moins 1, ça fait donc 1, alors on va aller doucement, 1 plus t moins 1, y moins 9, ça fera 4 plus t moins 9, et ensuite z au carré, 2 plus 3t au carré égale 36. Donc là, 1 moins 1, ça s'annule, il reste t carré. 4 moins, donc 9, ça fait moins 5. Et ensuite, 2 plus 3t au carré égale 39. J'ai mis 39, non, je ne sais pas pourquoi, c'est 36. Hein. Donc, maintenant, on développe. T2 plus T2 moins double produit 10t plus 25, plus 4... 2 fois 3, 6, 12t, double produit, plus 9t carré, égale 36. On obtient, alors des t, j'en ai 9 et 11t carré. Ensuite, moins 10 plus 12, donc plus 2t. 25 et 4, 29. On met le 36 par soustraction. Donc 29 moins 36, ça fera moins 7 égale 0.
on a devant nous une équation du second degré, d'accord? Donc on va résoudre a égale 1, b égale 2, c égale moins 7. Je calcule donc le discriminant, et c'est son signe qui nous donnera la réponse. Donc b carré moins 4ac, ça fait 4 plus, et bien voilà, on est sauvé. On a donc 28 fois 11. Ce delta est strictement positif, donc deux solutions réelles, et ça c'est important, différentes. Quand delta est strictement positif, les deux solutions sont différentes. Et donc, eh bien, chaque valeur de t nous donne donc un point différent, puisque la valeur est différente, donc les x seront différents par exemple, et donc on a deux points d'intersection. Donc deux points d'intersection. Et on a terminé là pour le sujet, puisqu'on vous demande de ne pas chercher à déterminer les coordonnées. Alors nous, on va faire un peu plus loin, on va les calculer, comme ça on vérifiera sur GeoGebra qu'on a fait du bon travail. Alors, je vais utiliser la calculatrice pour résoudre là. Donc, je vais degré 2, donc 11, 2, ça n'a pas tapé 11, bougez pas. 11, voilà, 2 et moins 7. On résout, alors ça ne tombe pas juste. Donc on va utiliser ça, et on va regarder ce que ça donne pour x, y et z, et on vérifiera avec GeoGebra. Donc, on va garder les valeurs approchées, 0,71 et moins 0,89. Ça me donne donc un premier point, je vais appeler M1, de coordonnées. Donc, alors, 1 plus t. Donc, je vais prendre d'abord t égale 0,7. On va même mettre 0,7. Ça fera donc à peu près 1,7, 4,7 et 2 plus 3 fois 0,7, donc 2 plus 2,1, 4,1. On regarde tout de suite si on est dans le vrai. Donc, il me faut un point. Vous voyez, 4,7, non, alors 1,7 c'est bon, 4,7, 4,1, on est bon, c'est le point qui s'appelle E dans mon schéma. Deuxième point, que j'appellerai M2, qui correspond à la valeur T, alors je vais appeler T1 et T2, moins 0,9 à peu près, c'est à peu près, et je trouve donc M2, 0,1, 3,1, 2 moins 3,7, moins 0,7. On vérifie donc les coordonnées. Alors moi, c'est approximatif encore une fois. Donc là, ça correspond au point D. Donc 0,11, c'est bon. 3,11 moins 0,68, c'est ce qu'on a trouvé. Je pense qu'on peut dire qu'on a fait du bon travail. Voilà, l'exercice est terminé. Bilan, exercice sympa parce que ça permet de réviser un petit peu les différentes études de position relative entre des objets droite, plan, sphère. Voilà, c'est pas inutile comme entraînement. Donc c'est un exercice que j'utiliserai certainement au cours de l'année. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.